Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 89e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode Freddy Gaudreau. Freddy Gaudreau, Oui, monsieur. que t'aurais gardé, un peu à la Justin Brazo, Oui. Freddy Gaudreau, juste moins bon. Moins bon. C'est vrai? Ben, je sais pas. Ouais. C'est un joueur d'impact quand même, je trouve, Freddy Gaudreau. Il a son rôle. Il a son rôle avec le Wild, puis il joue très bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui paieraient pour avoir un gars comme lui. Ouais, un gars qui bolle beaucoup. C'est un gars de série, Absolument. Freddy Gaudreau, absolument. Hey, écoute, pour ce 89e épisode de Dans les Gradins, bon, écoute, ce sera la dernière fois où on se parle du Open d'Australie, parce que ça l'achève. On est déjà rendu avec ce qu'on sait des finales, bien évidemment. Les deux finales qui sont déjà annoncées, même du côté féminin que du côté masculin. Des matchs de demi-finale côté masculin qui étaient complètement hors de ce monde. Historique. On en jase dans quelques instants. On jasera aussi là, du côté féminin qui a été un peu plus unisens là, dans leurs affrontements, puis dans le résultat final. Et si on a le temps, on va jaser aussi d'hockey, juste un petit peu, savoir quelle équipe qui doit faire un échange, selon nous, avant la date limite des transactions, pour soit devenir meilleur, soit essayer d'être meilleur l'an prochain, démarrer une reconstruction, plusieurs étapes qui pourraient suivre, mais si on a le temps, on va en jaser. Après ça, bien évidemment, il y aura notre segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 89e épisode. Mais pour débuter, Phil, il faut jaser de ces deux demi-finales masculines. Les deux demi-finales qui se sont transportées en 5-7, où on a vu Novak Djokovic sortir victorieux face à Yannick Sinner, chose que personne s'attendait. Je veux pas dire personne. C'est certain qu'il y a certains amateurs qui se disaient « Djokovic a certainement une chance. » Oui. Mais bon, écoute, selon les oddsmakers, Sinner était largement favori dans ce match-là. Écoute, Djokovic était... Pas dire qu'on lui manquait de respect, là, mais écoute, c'est clair. Mais c'était même pas un manque de respect. C'est juste, tu sais, quand tu regardes... C'est la réalité de la chose. Oui, quand tu regardes les résultats récents, quand tu regardes les succès dans les 2 dernières années, Sinner est juste... Écoute, c'est l'homme du moment. En Australie, il a un peu... il s'est un peu consolidé comme vraiment la terreur de l'Australie, là, qui était Novak Djokovic à l'époque. Puis, écoute, c'était son tournoi. C'était à lui d'aller chercher ce tournoi-là. C'est ce qui était attendu. Je pense qu'il y a quand même... Je pense, écoute, la vitesse des courts aussi en Australie, parce que, tu sais, il fait extrêmement chaud, évidemment, à ce tournoi-là. Toutes les circonstances devraient normalement être favorables à Yannick Sinner, mais écoute, Djokovic, on l'a dit, je sais pas combien de fois, faut jamais compter Novak Djokovic pour battu. Puis, écoute, personnellement, je l'ai pas vu venir non plus. Écoute, c'est incroyable qu'est-ce que Novak Djokovic vient de faire là. Puis, je m'excuse aujourd'hui si je m'enfarge un peu dans mes mots. J'ai regardé les 2 matchs, là, les 2 demi-finales en grande partie, et j'ai à peu près 2 à 3 heures de sommeil, mais les mémoires sont ancrées maintenant et c'est ce qui compte parce que T'as regardé je pouvais pas passer par-dessus. Il fallait que je regarde ça en direct. C'est l'histoire qui vient d'être faite, puis c'est dans le disque dur maintenant. Puis je suis content. C'est 10 heures de tennis, ça, là. Oui, aujourd'hui, j'en paie un peu le prix, mais j'ai pas regardé les matchs au complet, je dois dire quand même, là, parce que, écoute, ça, c'est carrément faire une nuit blanche. Là. Ça a commencé, pour vous dire là, à quel point c'était fou cette affaire-là, ça a commencé... À 10h30, 11h30? Ouais, vers 11h30 ici. Puis... ça, c'est le match Alcaraz-Zverev. Faut mentionner. Oui, le match Zverev-Alcaraz qui était la première demi-finale. Puis, écoute, moi, je me suis... 4h30, là. J'ai regardé la première manche, je me suis endormi, je me suis réveillé vers 4h du matin, ou... Non, peut-être 3h du matin, je te dirais. Puis, ça jouait. C'était le 3e set. Puis, écoute, le match était encore bien en vie. Puis, après ça, je suis allé
je me suis recouché, je me suis levé, puis là, Djokovic-Sinner était au 3e set. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ouais. Je vivais comme dans une réalité parallèle. Là. Je te dis, je comprenais pas ce qui se passait. Puis à travers toute cette confusion-là, ben, c'est Djokovic qui en est sorti avec la victoire. Puis ouais, je pense que c'est probablement le grand titre quand même de ces demi-finales. Là. C'est ça. Hein, je veux dire, de Djokovic qui est sorti à la victoire. C'était hautement inattendu. Mais écoute, j'ai noté quelques faits par rapport à ce match-là. Déjà, ça se termine 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 pour Djokovic. Djokovic avait passé seulement 2 heures, 8 minutes en situation de match dans les 5 jours précédents la demi-finale. Écoute, ça peut être avantageux, ça, pour un athlète. Oui, puis c'est anormal, je veux dire. Là, il y avait déjà le jour de pause du fait qu'il y a une journée où c'est que les femmes qui jouent, c'est que les demi-finales femmes. Puis après ça, il y a eu seulement 2 heures de jeu ou un peu plus face à Musetti, parce qu'il y a eu cette blessure qui l'a empêché de continuer. Puis Menchik en 4e ronde qui s'est désisté avant même que le match commence. Fait que, écoute, c'est tellement hors du commun de jouer si peu avant une demi-finale. Puis comme, tu sais, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, mais pour Djokovic, je pense que ça l'avantageait parce que lui, écoute, à ce stade de sa carrière, il veut pas être toutes les rondes. Contre Menchik, ça peut être une bataille aussi. Oh, oui. Contre Musetti, ça devait être bye-bye aussi. Ah oui, puis contre Musetti, c'était fini. Écoute, son parcours dans ce tournoi-là est juste tellement improbable. C'est tellement rare que tu as 2 abandons comme ça, coup sur coup. Je me souviens, Auger Aliassime m'est arrivé quelque chose de semblable là, pour qu'il finisse par gagner un Masters 1000 où il s'était rendu en finale, pas sûr. Oh oui. Mais il avait pratiquement pas joué, mais écoute, c'est une combinaison de circonstances vraiment favorables pour Djokovic. Puis s'il y a quelqu'un qui va prendre avantage de ça, c'est lui. Écoute, Djokovic, il l'a dit aussi après dans son entrevue de fin de match, il croit beaucoup en Dieu. Hein. C'est une de ses croyances auxquelles on l'attribue, puis qu'il a toujours mentionné ça dans sa carrière. Puis comme tu regardes son parcours, puis tu te dis juste comme il y a quelqu'un qui aide ce gars-là, comme tu sais. Non, mais écoute, c'est fou, là, c'est fou. Fait que, non, c'est quasiment divin comment il s'est rendu là. Je sais pas comment le dire autrement. Puis Djokovic, il y a une forme de divinité dans le tennis aussi, là, on est d'accord. Ben oui, c'est le dieu du Open d'Australie, premièrement. Il est à 10 titres, va peut-être aller chercher un 11e. Ouais, il y a tellement d'aura autour de ce personnage-là. C'est juste comme tu te dis, un moment donné, il y a comme. C'est comme. Ce match-là, Sinner contre Djokovic, c'était comme éternel contre inévitable. Qui va gagner? Ouais. Ça a été éternel, ça aurait pu être inévitable parce que vraiment, on le sait plus avec ces gars-là, Sinner et Alcaraz. On dirait qu'ils n'ont pas de limite. Alcaraz, on l'a vu là, encore dans cette demi-finale-là. Dans une cause perdante encore. Oui. Cause perdante. Puis là, écoute, je saute un peu du coq à l'âne, puis je m'en excuse, mais il y a tellement d'idées qui fusent dans ma tête parce que c'était juste n'importe quoi, ces 2 finales-là. Puis Alcaraz, il s'est sorti d'une situation qui semblait vraiment juste perdue. Il allait très bien. Il allait très, très bien. On pensait qu'il allait gagner ce match-là en 3 manches. C'est ça qui semblait être le verdict. Et puis, à un moment donné, c'est les crampes qui commencent au 3e set. On avait vu Sinner avoir quelque chose de semblable contre Spitzeri plus tôt aussi dans la quinzaine. Ça, il ne faut pas l'oublier. Qui a causé la controverse encore une fois. Hein, ah oui, bien sûr. Puis Sinner s'est presque pas rendu à cette demi-finale-là. Un peu comme Djokovic, les deux étaient là sur du temps emprunté dans un certain sens, j'ai envie de dire. Puis Alcaraz, lui, ben écoute, cette demi-finale-là, c'était la sienne, vraiment, jusqu'au 3e set. Zverev n'était pas nécessairement dans le coup. On pensait pas qu'il y avait une réelle chance de l'emporter. Puis, un peu comme Sinner, hein, les crampes qui commencent à cause de la chaleur. Puis cette fois-ci, on ferme pas le toit parce que c'est encore des conditions qui sont jouables, là, selon les normes. Puis, commence à vomir aussi. Je sais pas si tu as vu ce clip-là. Ah non, j'ai pas vu. Il a vomi dans sa serviette. Il avait sa serviette
rapproché contre sa bouche comme ça, puis tu l'as vu, là. Il a dégueulé, là. C'est-tu Ouais, vrai? J'ai pas vu ça. Dans la serviette. Puis ça allait pas bien là, de son côté à ce moment-là. Il était visiblement ébranlé par la situation. Écoute, d'avoir joué 2 bons sets de tennis quand même, parce qu'il a amené Zverev au tie-break. 3 manches consécutives. Hein, oui, ce match-là, pour vous dire le score final, 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Donc, écoute, ça a été beaucoup de manches serrées, mais Alcaraz était clairement diminué. Puis non seulement ça, je te dirais qu'il a gagné ce match-là avec son arme principale qui ne fonctionnait pas. Bizarrement, dans ce match-là. Son amorti? Son coup droit. Ah, ça aussi? Oui, parce que ses amortis, c'est vrai, n'étaient pas super efficaces. Mais son arme principale, c'est son coup droit. Je veux dire, il l'utilise tellement bien. C'est un coup droit qui est tellement pesant avec la rotation qu'il met dessus. Puis c'est généralement une arme dans laquelle il y a une confiance aveugle, presque, Alcaraz. Puis on le blâme pas parce que généralement, il frappe toutes les cibles avec ce coup droit-là. Mais aujourd'hui, je suis pas mal sûr qu'il a fini avec plus de fautes directes que de coups gagnants avec son coup droit. Je sais pas si tu pourrais trouver cette stat-là. C'est sûr. Divisé, là, c'est difficile. Ouais. Écoute, ça faisait défaut, clairement, son coup droit aujourd'hui. Puis ça, c'est inhabituel, mais il a trouvé une façon de s'en sortir quand même. Au dernier set aussi, il était à un cheveu de perdre cette dernière manche-là également. Là. Il a tiré de l'arrière 5-3 quand même. Ouais. Et puis, c'était... On se demandait là, vraiment s'il allait réussir à briser Zverev, puis pour Zverev, c'est dommage parce que c'est pas la première fois qu'il passe à côté d'une occasion, on va dire ça comme ça. Mais écoute, quand les deux, la troisième et la quatrième manche ont basculé en sa faveur, on pouvait vraiment croire en ses chances. Mais Alcaraz, à la manière d'un grand champion puis d'un numéro 1, a juste été plus tenace dans les moments importants du match. Puis ça, c'est une de ses qualités. Je vais vous donner des faits aussi. Écoute, 3e plus long match de l'histoire du Australian Open et plus longue demi-finale. 5h27 minutes de jeu, c'est une éternité. De tennis. C'est très long. Alcaraz aussi, qui était à 59-0 avant 59 victoires, aucune défaite avant le match, lorsqu'il menait 2 manches à 0 dans un match. Puis personne ne l'avait même amené jusqu'à une manche ultime. C'était la première fois, quand même. Fait que généralement, Alcaraz qui mène 2 manches à 0, c'est bouclé. Là. Tu peux dire que ce match-là est fini. Puis il a fait le travail encore une fois aujourd'hui. Ça a juste été un peu plus difficile. Puis Alcaraz qui va se qualifier aussi pour sa première finale à Melbourne. C'est vrai. A comme... Je sais pas, moi j'avais comme l'impression, je me dis, oui, c'est déjà rendu clairement, mais non. L'an passé, il avait perdu contre Djokovic en quart de finale aussi. Ouais. Ça a presque c'est sa première. Donc, on va chercher un premier titre aussi à Melbourne. Mais écoute, faut donner du crédit à Zverev aussi. Il n'a pas joué un mauvais match, mais c'est... Classique Zverev. Ouais, pas capable de terminer un match. C'est ça. C'est le résultat final qui va rester dans la mémoire de tous. Puis, Zverev aide pas sa cause puis sa réputation. Là, il y a un stéréotype qui entoure Sacha Zverev. Puis, malheureusement, quand ça vient au grand moment, même sur sa force, qui est son service, pas capable de finir. Puis c'est 2 fois plutôt qu'une, parce que, bon, t'aurais pu amener le match en tie-break pour une 3e, voire 4e manche consécutive. Ça s'est pas passé. Puis, sache que t'avais remporté en plus les 2 derniers tie-break. Bon, tu avais possiblement l'avantage à ce chapitre-là. Pour revenir aussi à ce que tu avais mentionné un peu plus tôt, Carlos Alcaraz a fait 78 coups gagnants contre 58 erreurs. Puis c'est Zverev qui est plus serré, 56 à 55. Mais c'est ça, je pense pas qu'on a les stats divisés en coups droit puis en revers. Tu parles de ton coup droit revers. Ouais, c'est ça. J'ai comme en coup droit, il a fait plus de fautes directes que
de coups gagnants, je crois. Je pense que son revers, là, c'est vraiment là où il faisait la majorité de ses coups gagnants dans ce match-là. J'ai juste vu la stat pendant le match. Ça pourrait avoir changé plus tard. Oh. Mais... Non, t'as absolument raison. 25 face à 30. OK. Ouais. 25, ouais, c'est ça, coup gagnant. Fait, écoute, ça en dit long aussi parce que normalement, c'est son arme de prédilection, c'est son coup droit. Puis encore une fois, c'est trouver des solutions. Puis ça, c'est l'ADN du champion. Sinner l'a fait plus tôt dans le tournoi face à Spitzeri où, comme je vous mens pas, Sinner était comme. Il était zombie là, sur le court là, pendant un moment. Comme son corps refusait de coopérer. Il y avait de la difficulté à bouger sur le terrain. Djokovic l'a fait dans sa demi-finale aussi parce que Djokovic a pris je sais pas combien de... Écoute, il y avait des livraisons là, de médicaments là, qui se faisaient. Ça c'est classique Novak Djokovic aussi. Ah, il y a 38 ans. Maintenant. Ah oui, il y a 38 ans. Puis aussi, Djokovic, je l'ai dit, c'est un expert à connaître son corps, puis de tout ce qu'il a besoin dans un match. Ouais. Comme il se gère tellement bien, puis forcément, il y a comme une liste mentale ou peu importe, une liste écrite, je sais pas, de comme tout ce qui est légal, puis tout ce qu'il peut utiliser, puis tout ce qui peut potentiellement venir l'aider comme médicament ou dans un match. C'est juste l'expérience. Puis, écoute, il fait ses petits signaux à sa box, puis là, tout d'un coup, tu vois une petite bouteille de pilule qui arrive, puis Balboa qui vient amener ça, Djokovic prend le petit capelet, puis après ça, tu sais, je l'ai vu, là, on les a vus, ses bases encore, dans ses bases de régime dans ce match-là. Mais lorsque ça allait moins bien, il se gérait, tu sais, sur les services à Sinner. S'il gagnait le premier point, OK, là, il allait forcer un petit peu plus. Ouais. Sinon, OK, on reste calme, on essaye peut-être des coups un peu plus ambitieux, puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Ben, j'aimerais aussi rajouter son agressivité en quatrième manche. Ah oui. C'est peut-être ça qui a gagné le match au grand complet. Il était tellement agressif. Mhm. A poussé un cri allongé pour l'une des premières fois depuis longtemps. Le classique Novak. Ouais. Ah! Jusqu'à la fin, c'était de toute beauté. C'était du vintage Novak Djokovic. Tu voyais qu'il conservait son énergie parce que, tu sais, il y avait d'un côté, tu avais Alcaraz qui jouait contre Zverev, puis lui, à toutes les occasions, là, les bras qui levaient, puis on essayait d'embarquer la foule dans le match. Puis pointait à la caméra. Il se tournait de bord comme s'il était dans une télé-réalité. Ah oui, il faisait son... Attends, je vais le faire à la caméra, juste un petit... Ah, c'était excellent. Il faisait son showman, là, Alcaraz. Puis, écoute, il est tellement bon sportif aussi. C'est juste ça rend ça le plus le fun encore quand il fait ce genre de choses-là. Mais, ouais, Djokovic, tu voyais que la crowd le supportait, la foule le supportait, puis que la foule voulait aussi que Novak les interpelle, mais tu sais, Novak avait juste comme, je pense que honnêtement, il avait juste pas l'énergie. Comme des fois, il se disait, regarde, moi je veux juste rester aussi, conserver mes ressources autant que possible. Puis il attendait son moment là, pour faire son gros cri, puis il l'a bien choisi aussi. Je pense que il y a un sens du timing qui est juste incroyable. Puis c'est ça vraiment, pour revenir à comment il se gérait sur le court. Et j'ai trouvé que dans les parties de service à Sinner, comme il en mettait juste assez, il était stratégique dans les efforts qu'il donnait. Puis ça, c'est important. Yeah. Il allait pour des coups gagnants des fois où il était un peu plus agressif. Puis ça, t'as besoin de ça. Ça, c'est quelque chose qui manque, par exemple, à Zverev. Ouais. Zverev, trop content de jouer de la défensive, bien souvent. On lui a souvent reproché ça. Puis encore, cette fois-ci, contre Alcaraz, il a manqué un peu de ce gène clutch-là. Là. Le clutch du champion, il l'avait pas. Puis Djokovic, il connaît sa situation maintenant. Il connaît la qualité de son adversaire aussi, en Yannick Sinner. Fait qu'il sait qu'est-ce qu'il a besoin d'essayer, puis à quel point il doit doser, tout ça. C'est une grande qualité quand même pour Djokovic. Soit dit en passant aussi, Djokovic a sauvé 10 balles de bris consécutives dans ce match-là. Pour vous dire à quel point c'est impossible de faire ça contre Yannick Sinner. Dans le tournoi, jusqu'à la demi-finale, il convertissait les balles de bris à 46%.
c'est pratiquement 1 sur 2. Là. 2 sur 18 dans le match 2 face à sur Djokovic. 18. C'est pratiquement 1 sur 2. Tu devrais pas être capable de sauver 10 balles de bris face à Yannick Sinner. C'est un effort surhumain, ça, je veux dire. Mais Djokovic était tellement clutch dans ces moments-là. Il sortait ses meilleurs services, ses meilleurs coups droits, ses meilleurs revers. Name it. Il y avait toujours le coup opportun, au moment opportun. Puis c'est ça qui a fait la différence. Ouais. Je veux dire, il est juste... Un excellent match. Il a juste été chercher la petite goutte dans le fond du réservoir qui lui restait au bon moment, puis c'est phénoménal. Écoute, 2 en 18 en balle de bris pour Sinner. Garde, je veux dire, c'est clair que ça change tout. Même si c'est juste 3 en 18 ou 4 en 18, c'est un match différent. Ouais. Mais c'est 100%. C'est 2, puis ça, c'est grâce à Djokovic, puis à son brio. Franchement, la plupart des balles de bris, comme je regardais ça, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais si t'es Sinner? Comme, je savais même pas quoi lui reprocher. Comme, zéro. C'était juste un calibre qui était hors de ce monde. Puis, écoute, ce qui nous rend aussi rapidement vous mentionner qui, avant d'embarquer évidemment dans le tennis féminin, là, qui on croit va remporter cette finale qui oppose Carlos Alcaraz à Novak Djokovic. Je l'ai déjà mentionné. C'est 2 gars qui se sont rencontrés à plusieurs reprises. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés au Open d'Australie, ça a été une défaite d'Alcaraz face à Djokovic en 4 manches en quart de finale l'an dernier. Est-ce que ça va se répéter? Personnellement, je crois que oui. Puis je pense que ce sera le 25e titre en carrière pour Novak Djokovic. Et ce sera la meilleure manière pour lui de se retirer avec un autre titre. Déjà qu'il est le king de cette surface et de ce tournoi. Un 11e, pourquoi pas. Et face à Carlitos Alcaraz de toutes les personnes qui, soit du temps passant, n'a pas le dessus sur Novak, même dans les dernières années. C'est 3-3 depuis... c'est 2-2 depuis 2024. Et tout ça vient dans des tournois de Grand Chelem. On parle de Wimbledon, les Olympiques de Paris, l'Open d'Australie et l'Open des États-Unis. 2-2 dans ces affrontements-là. Le dernier affrontement était dans l'Open des États-Unis. Une victoire de Carlos Alcaraz en 3 manches. Mais on n'est pas en Australie, là, c'est aux États-Unis. Il y a une différence, même si le cours est similaire, voire même pareil. C'est différent. Et en Australie, je le veux. C'est un peu plus que je le veux que je crois que ça va arriver. Mais Carlos Alcaraz a joué un match de 5h30 aussi. Là. Il y a pas c'est pas donné. Il n'y a pas de grand chelem plus physique que le Australian Open. Ah ouais, même Roland Garros, c'est pas autant... Tu sais, c'est une surface et la terre battue, là, c'est pas facile à naviguer. Ça dépend. C'est vrai, la terre battue, oui, aussi. C'est juste que c'est plus spécifique, comme il y a des joueurs qui vont être capables de quand même bien conserver leurs énergies là-dessus, parce que si tu as les bonnes techniques de slide, par exemple, et tout ça, tu peux quand même... c'est une surface qui est plus... un peu plus molle, pas aussi dense. Fait que dans le fond, c'est moins dur aussi, dans un sens, sur les articulations. Les points sont plus vite aussi, j'ai oublié. Les points sont plus vite. À Wimbledon, sur gazon, oui. Sur terre battue, pas nécessairement, mais en tout cas... Ça dépend. Moi, je trouve que, personnellement, je trouve que l'Australian Open, c'est le plus physique, juste à cause de la chaleur. Écoute, on va vous le dire, il faisait 42 à Melbourne. C'est l'enfer. Là, pour 5h30 dehors à 42, avec un effort physique de ce genre-là, c'est incroyable. Pour amener Alcaraz ou Sinner aux crampes, ces gars-là sont en shape. Là, je veux dire, on se fait pas de... Ils ont joué le plus long match de l'histoire d'un Grand Chelem, même pas un an. Là, non. C'est pas rien. C'est des titans, c'est des monstres de la forme physique. Comme l'était Novak, aussi plus jeune dans sa carrière. Puis c'est ça que ça prend pour être au top au tennis. Puis ça vous en dit long sur les conditions quand ces gars-là voient des étoiles là, sur le terrain. Et donc, avantage Carlitos Alcaraz pour toi avec le visage que tu as fait. Pour la finale, écoute, regarde, c'est tellement difficile à prédire, mais un peu comme toi, je pense que je vais y aller avec le cœur, puis je vais dire Novak qui va remporter cette finale-là. Super.
Alcaraz, logiquement, devrait. Écoute, il y a juste plus de millage, là. Ça, c'est clair. Puis surtout, avec la finale qui vient de jouer là, c'est clair qu'il peut avoir de l'épuisement qui va entrer en ligne de compte pour lui, mais en même temps, il a 22 ans. Novak en a 38, c'est une différence de 16 ans. Fait que la récupération est excessivement plus rapide. Juste biologiquement parlant, je veux dire. C'est beaucoup plus rapide du côté de Alcaraz. Ça, il n'y a rien qu'on peut faire. Novak, oui, comme cet homme-là est éternel. C'est ridicule à 38 ans d'être en finale de Grand Chelem. Il y a une chance de remporter ce titre-là. Il deviendrait le plus vieux aussi. Dépasserait également Margaret Court en remportant la finale, qui est à 24. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Margaret Court qui regardait le match d'ailleurs. Ah, pardon! Elle était debout jusqu'à la fin du match pour regarder ça, je te jure, jusqu'à écoute, les petites heures du matin. Parce que ce match-là, c'est fini. Je pense, heure d'Australie, ça devait être autour de 2 heures quelques. J'ai vérifié parce que je voulais pas dire de niaiserie, là. Ouais. Mais elle a 83 ans. Je me suis dit, Margaret Court, ça fait longtemps qu'elle ne joue plus de tennis. Oui. Elle avait 83 ans et est encore sur ses deux jambes. Mais quelle incroyable. Ça aussi, s'en dit long parce que c'est vraiment l'histoire du tennis qui est en train d'être écrite. Puis peu importe qui gagnait, comme tout le monde avait son arc un peu. Comme tu vois, chacun avait comme son histoire à écrire. Tu sais, Zverev, lui, c'est juste de percer en Grand Chelem. Alcaraz, c'était pour sa première finale à Melbourne. Sinner. Pour une 5e fois consécutive, une finale à Grand Chelem. Exact. Et puis Djokovic, lui, évidemment, c'est l'âge. Fait que c'est ça. Tout le monde a un peu son histoire à écrire dans cette finale-là parce que, écoute, c'est soit le premier titre d'un joueur à Melbourne ou le 11e d'un autre. Ouais. C'est fou de pouvoir regarder quelque chose dans ce genre-là. Mais écoute, moi, je fais confiance à juste la préparation de Novak. Je me dis, son équipe, tellement bien entourée, tout le monde sait comment se comporter dans ce clan-là. Il n'y a jamais de panique. Je pense qu'il va tout faire vraiment en son pouvoir pour préparer son corps adéquatement pour ce match-là. Puis aujourd'hui, on a vu que encore une fois, même dans l'adversité, il est capable de se tirer d'affaires de très belle façon. Écoute, il ne va pas hésiter aussi à utiliser ses medical timeouts au besoin. On le voit sur le court. Il faisait des étirements aujourd'hui entre les poings. Des fois, il y a des problèmes avec sa respiration. On dirait ses poumons. On prenait des grands souffles. Tout ça, c'est juste le caractère de Novak. Puis, écoute, je pense que ça démontre qu'il veut encore se battre. Surtout, comme il n'a pas abandonné la cause. Puis là, il est rendu, là, il est en finale. Je crois qu'on va voir quand même un Carlos Alcaraz très déterminé et très frais aussi en finale. J'ai pas de doute non plus dans sa capacité de récupérer. Mais, garde, je pense que Novak va arriver là vraiment avec le couteau entre les dents parce que là, je pense pas qu'il y aura une autre opportunité là, après celle-là. Là. 100%. Je suis d'accord. Honnêtement, là, je veux vraiment dire c'est maintenant ou jamais parce que puis déjà, j'en parlais l'année dernière là, au US Open. Là, la fenêtre commençait à se fermer sérieusement. Puis ouais, écoute pourquoi pas là où il en a gagné tellement dans sa carrière. Ça devrait juste être un énorme spectacle. Absolument. Ce match-là. On va y aller avec un Djokovic en 5 pour le drame. Pourquoi pas? OK, pourquoi pas? Puis bon, écoute, on va faire ça rapidement, mais efficacement aussi. Du côté féminin, c'était des demi-finales qui étaient un peu moins... bon, d'habitude, du tennis féminin, ça donne un très bon spectacle, mais bizarrement, l'Open d'Australie cette année n'a pas donné des matchs où on s'est dit « OK, wow, OK, là, ça se passe. Les deux finalistes que l'on voit, Aryna Sabalenka et Jelena Rybakina, c'est deux joueuses qui n'ont même pas perdu qu'une seule manche pour se rendre jusqu'en finale. Ça a été facile, incroyable. Écoute, Sabalenka, elle, qui a eu le plus de difficultés dans son match de 3e ronde face à Potapova, une joueuse qui n'est même pas classée, un match qui s'est terminé en 2 tie-breaks.
Puis Rybakina, bon, on a vu il n'a pas vu mieux non plus. Écoute, personnellement, je vais donner l'avantage à Sabalenka juste parce que bon, c'est très dominant ce qu'elle fait, Sabalenka, depuis quelques mois, voire années maintenant. Mais je pense que rien enlevé à Rybakina qui, comme Sabalenka, n'a pas perdu de manche, mais tout revient selon moi à l'expérience de Grand Chelem. Rybakina, qui en est à sa deuxième finale en Australie, avait perdu justement en 2023 face à Sabalenka. Il va se rendre en finale cette année encore contre elle. A gagné qu'un titre et ça, c'était à Wimbledon en 2024, si je ne m'abuse. Écoute, c'est 3 finales de Grand Chelem, mais ces 3 finales de Grand Chelem-là, Sabalenka les a vues l'an dernier. Fait que c'est juste, on compare des poires et des pommes présentement entre ces deux finalistes-là. J'aimerais voir Rybakina peut-être sortir cet élément-là de son jeu pour encore peut-être même pouvoir devancer quelqu'un comme Coco Gauff, qui est présentement 3e mondial au classement. Avec cette victoire-là, peut-être qu'elle irait rejoindre Iga Swiatek, qui est 2e mondial, qu'elle a battu, soit dit en passant, là, en quart de finale. Il y a plusieurs opportunités, mais c'est un match à perdre pour Sabalenka. Et je pense que Rybakina ne devrait pas avoir tant de pression que ça pour remporter ce match-là. Mais malheureusement, Sabalenka, toujours énorme dans des moments comme ça. Et je pense qu'elle va la remporter haut la main. Ouais, écoute, je suis émerveillé quand même par ce que Sabalenka a accompli dans les dernières années. Parce que il y a eu ce moment-là où je me disais, oh, c'est un peu un cas Zverev, là, où, Oui, elle a 100%. elle a tendance à s'écrouler dans les moments importants, mais complètement renverser la vapeur, là, c'est plus le cas du tout. Puis je pense que son ascension au rang de numéro 1 mondial, vraiment, a été spectaculaire. Puis maintenant, plus que jamais, je pense qu'on a une numéro 1 dans le monde du tennis féminin qui a quand même une certaine marge sur les autres. Écoute, il y avait Swiatek là, qui a eu ses bons moments aussi, mais ça s'est apaisé un peu. Fait que, écoute, je pense que clairement Rybakina là, est devenu la tête d'affiche. Pardon, Sabalenka, j'ai dit Rybakina. Sabalenka est devenue vraiment la tête d'affiche côté féminin. Puis c'est ça, et écoute, cette tête-là a un prix, puis des tueuses à gages, il n'y en a pas beaucoup dans le monde du tennis féminin présentement qui seraient capables de vaincre Sabalenka. Fait que Rybakina, est-ce qu'elle a une chance? J'ai regardé un peu j'ai regardé un peu les faits saillants de son match face à Pegula. Je trouvais qu'elle frappait la balle très clean, comme son contact avec la balle vraiment était... écoute, quand on dit clean, c'est vraiment un contact qui est pur là, avec la balle. Fait que de ce côté-là, j'étais vraiment quand même... Ça me plaît ce que j'ai vu. Je pense que elle semble vraiment en synchronisme. Son timing est bon. Et puis, c'est une joueuse qui est bonne aussi dans la contre-attaque. Fait que si elle peut peut-être utiliser la puissance de Sabalenka contre elle, si elle peut continuer de frapper la balle vraiment avec précision, puis au centre de la raquette, continuer ces contacts-là très purs, ça peut nuire à Sabalenka dans le sens que sa puissance peut être retournée contre elle. Ouais. Fait que ça peut être une tactique à exploiter pour Rybakina. Le counter-punch, c'est jamais à sous-estimer. Je pense que c'est un peu le rôle qu'elle va vouloir jouer dans ce match-là. Sans non plus se laisser dicter par Sabalenka, parce que ça, c'est un jeu qui est très dangereux. Ouais. Tu veux pas nécessairement faire ça, mais écoute, de convertir la défensive en offensive, je pense que les meilleurs là, dans le monde du tennis présentement, ça, c'est une des qualités dans laquelle ils excellent le plus. Combien de fois tu vois Sinner ou Alcaraz déportés à l'extérieur des lignes de double, puis ils sont en pleine course, le bras étiré, puis
slap, un coup droit le long de la ligne, tu peux rien faire. C'est un peu comme qu'il a tenté pour le dernier point du match contre Djokovic, mais bon, ça l'a frappé le filet, ça, c'est une autre histoire. Oui, exact. Fait que ça, c'est une tactique que les joueurs essaient d'implémenter de plus en plus dans leur jeu. Je pense vraiment au sommet, c'est important d'avoir cet instinct-là de pas te laisser juste faire du gauche-droite indéfiniment. T'sais, à un moment donné, il faut que tu essaies quelque chose, puis souvent, ça sera plus payant que de juste courir parce que tu t'en couvres là, du terrain. Écoute, je regardais Alcaraz-Zverev, je pense qu'à un moment donné, on était à 3000 mètres, là, chacun parcouru. Puis ça, c'est sans compter le reste là, de l'effort physique. Fait que ça, c'est... Écoute, quand t'es trop bousculé, là, gauche-droite, comme ça, dans un match, c'est jamais bon. Fait que d'éviter de se ramasser dans ces patterns-là. Puis si elle peut faire ça, peut-être une chance. Mais ça reste que la favorite est Sabalenka. Puis je vais dire Sabalenka en 3 quand même. Je crois en Rybakina. Pour une fois. On aimerait ça que ça se rende une manche ultime aussi là, du côté féminin. Ça a été trop facile, on dirait, pour le premier Grand Chelem de la saison. Mais bon, c'est sans dénigrer l'excellent tennis qu'elles vont certainement donner là, pour cette finale de Grand Chelem-là. C'est toujours du très bon tennis du côté féminin. Mais bizarrement, c'est l'Open d'Australie n'a juste pas généré cet engouement-là cette année pour le côté féminin. Mais bon, avec cette finale-là, Sabalenka, Rybakina, c'est fort probable que ce que je viens de mentionner va changer. On passe maintenant à notre segment sporadique. Puis Phil, on a des sujets qui sont assez similaires. Mais toi, c'est une rumeur. Moi, ça n'en est pas une. Conor McGregor, Phil, a confirmé être en camp d'entraînement complet en vue d'un retour dans la UFC cette année, en 2026. Bon, faut le mentionner. Il était absent de l'octogone pendant 5 ans, Conor McGregor, après avoir subi 3 défaites consécutives. Il avait une grave blessure à la jambe pendant ce temps-là. Il a maintenant 37 ans, Conor McGregor. La raison de pourquoi il revient dans la UFC, selon moi, c'est tout par rapport à l'argent. Mais ça, c'est juste l'impression que j'ai par rapport à ça. Ce qui est... Pas ça qui manque de l'argent dans... Non. Le milieu de non, 0-0. Mais ce qui est certain d'ailleurs du retour de Conor McGregor, c'est que ça va faire un excellent spectacle et que ça va apporter beaucoup de personnes derrière leur télévision et sur leur divan pour regarder le retour de Conor McGregor. Il n'y a pas d'adversaire qui a été confirmé pour Conor McGregor, mais je pense pas que ça devrait être un problème. Ça va probablement être un vieux comme lui qui est retiré mais qui était super bon, comme Dustin Poirier ou quelque chose comme McGregor, ça. Mayweather. Ouais, la bataille de boxe. Ça avait été tout un épisode quand même. Finalement, cette ronde, puis McGregor était pas mauvais. C'est juste un moment donné, c'est fait avoir. Comme tout le monde, d'ailleurs, qui a affronté Floyd Mayweather. Mais bon, écoute, là, c'est différent. C'est dans un octogone. Fait que si Mayweather veut peut-être rentrer dans l'octogone, le combat va certainement être différent. Mais tout ça pour vous dire que soyez à l'affût de ça. Je ne sais pas quand, je ne sais pas contre qui, mais tout ce que je sais, c'est que ça a été confirmé qu'il veut faire un retour dans l'octogone. Ouais, c'était imprévu, hein, mais on a... Non, mais je parlais de la coïncidence de nos sujets. Ah, pardon. C'était imprévu, mais ouais, moi aussi, je parle de boxe. Information qui m'est venue via un de mes bons amis. J'ai la chance d'avoir des amis aussi qui s'intéressent beaucoup au sport puis qui vont souvent envoyer des tweets, etc., par rapport à des sujets divers. Et un qui est fan de soccer, notamment aussi, shout-out, Alexandre Boudreau, by the way, premier shout à l'émission. C'est par rapport à Sergio Ramos, Mathieu. Sergio Ramos, qui est l'ancien capitaine du Real Madrid, qui n'a pas officiellement annoncé la fin de sa carrière de football, de ce que je comprends. Et aussi récemment, là, ancien défenseur central au CF Monterrey, que je connais pas. Mais bref. Je blâme pas. Ah, ok, c'est pas un club. C'est un club de la Ligue de Mexique, la Ligue MX. Ok, d'accord. Et c'est ça, c'est peut-être pas connu de tous, mais il y a une autre passion de longue date, Sergio Ramos, puis c'est la boxe. Et là, le Sergio Ramos, il semble vouloir se lancer dans un combat avec Andrew Tate.
de toutes les personnes. No way. Oui. Oh my God. Selon les rumeurs, c'est une rumeur, prenez pas ça pour du cash. Tate Foster qui vient de se faire donner une volée par un influenceur random. Mais c'est correct, on passe à autre chose. Oui, et c'est ça. L'idée, c'est que ce serait un combat de 6 rondes au Qatar, organisé par supposément Misfits Boxing, qui serait le promoteur. Et bon, il y a des annonces à venir, possiblement cette semaine, par rapport à ça. Apparemment aussi qu'il y aurait possibilité d'un deal de 2 combats où Zlatan Ibrahimovic pourrait être dans le mix aussi. Zlatan, c'est un combattant à la base. Oui. Oh my God. Bien sûr. Et c'est ça. Donc ça, c'est une autre rumeur qui court. Mais présentement, celui qui semble plus en voie d'être achevé, là, c'est le combat avec Tate. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Andrew Tate aussi, ancien kickboxer professionnel. Bon, banni de plusieurs réseaux pour ses comportements, ses propos misogynes. Et poursuivi pour viol également. Donc, il y a beaucoup de raisons de vouloir donner un coup de poing ou une volée à cet homme. Il y en a aussi pour Sergio Ramos, mais c'est pas les mêmes raisons. Pas les mêmes raisons. Fait que c'est ça. Écoute, c'est pas pour promouvoir Andrew Tate parce que j'ai aucune affiliation avec cette personne. Mais écoute, si ça peut vous faire du bien intérieurement de le voir se faire donner un coup de poing en pleine, pleine marboulette. Ouais. Il y aura vous ça. Vous dites marboulette, vous autres, pas margoulette? Non, marboulette, je pense. Je pense que c'est ça le. Les autres, on dit margoulette. Attends, non, mais. Je pense que c'est ça le mot, là, mais. Ça se peut que je me trompe. Honnêtement, je suis pas sûr. Non, j'ai raison. Ah, c'est margoulette. C'est margoulette. Okay. Marboulette, ça veut dire quoi? Non, ça veut rien dire. D'abord, moi, je pensais que c'était. Oh, non, les deux existent. Ah, les deux existent, ok. OK. Ouais, les deux existent. OK, cool. C'est marboulette ou margoulette. Bon, ben, gars, on aura appris quelque chose aujourd'hui. L'éternel débat. Ben oui. Marboulette ou margoulette? Oh non. OK. Ben oui, gars, OK. Peut-être que Zlatan va affronter Conor McGregor. Finalement, c'est peut-être ça qui va se passer. Je trouve que ces spéculations-là sont très drôles. C'est juste du spectacle. C'est all for the show. C'est du spectacle. Puis on va être d'accord pour dire qu'il n'y a pas un des deux qui va nous impressionner par ses talents de boxe. Là, ça sera juste un show pour que les gens détestent une personne. Là. Jake Paul, Mike Tyson. Là, mais Jake Paul est pas mauvais. Puis Mike Tyson, c'est un ancien champion mondial. Mais ça reste que ce sera pas la crème de la crème. Ce sera pas la crème de la crème. C'est peut-être du lait crémé plus que d'autres choses là, dans ce domaine-là. C'est temps de passer maintenant à nos 3 étoiles de la semaine, Phil. Et je n'ai pas de thème aujourd'hui. Toi, t'en as toujours un. Ouais, pas aujourd'hui. J'ai dévié avec mon dernier parce que. Quel dommage. Ben, il y a quelqu'un qui mérite énormément d'éloges. Je vais en passer plus tard. Ma 3e étoile, ça revient au duo Mathias Ekholm et... pourquoi j'ai oublié son... Evan Bouchard, j'ai oublié son prénom. Et Evan Bouchard, qui sont le premier duo défensif de la même équipe. Et là, ça va être long parce que c'est très spécifique. Là. Premier duo défensif de la même équipe a marqué un tour du chapeau dans 2 matchs consécutifs. Et là, je l'aborde. Okay. Evan Bouchard avait marqué 3 buts, 3 passes dans le match, dans un match la journée d'avant. Et les Oilers qui jouaient 2 matchs consécutivement dans un voyage. Eh bien, le match d'après, c'est Mathias Ekholm qui a fait un tour du chapeau. 3 buts, aucune passe. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Et ils sont donc devenus le premier duo défensif à le faire dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ce qui est assez bizarre. J'aurais peut-être pensé que les Oilers, jadis, auraient pu avoir fait ce genre de choses. Finalement, pas du tout. C'est la première fois que ça l'arrive. Mais félicitations à ces derniers. 2e étoile de la semaine pour moi, c'est Marielle Thompson et Michael Kingsbury, Phil, parce qu'ils sont les porteurs de drapeau pour les Jeux olympiques du côté du Canada. Ça a été confirmé là, 2 jours, si je ne m'abuse. Puis,
Tu sais, Merrill Thompson aussi fait du ski, soit dit en passant, si vous êtes inconnu là, de sa personne, parce que bon, on entend beaucoup plus parler de Michael Kingsbury, qui est pour moi le meilleur athlète de tous les temps. J'ai jamais vu quelqu'un dominer un sport autant que Michael Kingsbury. Il le fait encore, âgé de 32 ans. Va probablement le faire encore aux Jeux Olympiques. Cet homme-là, pour vous dire à quel point il domine, il a plus été de fois sur le podium qu'il l'a pas été. Je vais dire ça de même, là. C'est assez impressionnant, cette affaire-là. Puis, bon, écoute, ces deux-là vont porter le drapeau fièrement du côté du Canada. Puis, bonne chance aussi à Marielle Thompson, bien évidemment, dans ses épreuves, qui est une athlète plus jeune là, que Michael Kingsbury. Et à la première position, ma première étoile cette semaine, nul autre que l'Américain avec le plus de points de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, Patrick Kane, qui a devancé Mike Modano. Un exploit qui aurait peut-être semblé pas impossible, mais peu probable, parce que du côté des Américains, il n'y avait pas nécessairement du talent les plus incroyables comparativement aux Canadiens. Là. Mais Patrick Kane, premier choix au total de 2007, qui il est arrivé hier ou avant-hier, si je ne m'abuse, pour les Red Wings de Détroit. Le méritait amplement, Patrick Kane, c'est un joueur avec incroyablement de talent, puis même à son âge, n'arrête tout simplement pas d'être incroyable pour une équipe qui est deuxième présentement dans l'Atlantique. C'est un trait pareil, par exemple. Des Hawks aux Red Wings, c'est controversé. Des Hawks aux Rangers aux Red Wings, c'est un peu différent. T'oublies qu'il a joué pour les Rangers. C'est vrai, ça c'était comme une ère perdue. Il est passé quoi, 1 an là-bas? Attends, même pas, je suis même pas certain. Mais c'est vrai que c'est traître un peu d'aller aux Red Wings par la suite. C'est bon. comme son dark phase. Là. Oui. Il est passé par les... Il a passé 19 matchs aux Rangers avant. C'était la fin de la saison 2023. Il s'est fait échanger là. Puis il a signé avec Détroit. Il était un agent libre, si je ne me trompe pas. Puis il a signé 1 an pour 3 millions avec Détroit. Puis après ça, il a re-signé pour 3 ans, si je ne m'abuse encore. Tu sais, c'est. Il fait ce qu'il veut. L'année prochaine, on le réunit avec Bédard à Chicago. Qu'est-ce que t'en penses? Il peut être encore signé à Détroit, mais si on l'échange, je sais pas si ça changerait rien. Personnellement, j'aimerais bien ça. Et Teuvo Teravainen qui Ouh, Teuvo, c'est vrai. Mais si, quand tu y penses, ça serait comme la fin d'une legacy qui débute un autre. Tu aurais le gros handshake Bedard-Kane et Kane qui donne. C'est le temps que quelqu'un d'autre porte le C que Nick Foligno là-bas aussi. Ça serait un débat pour un autre épisode de Dans les Gradins. Tes 3 étoiles de la semaine maintenant, Phil. Oui, moi, écoute, je suis allé du côté du tennis parce que ces demi-finales-là m'ont procuré une joie immense. Comme fan de tennis, c'était certainement parmi les moments les plus mémorables là, que j'ai vus sur le court. Alcaraz qui va se mériter ma 3e étoile pour avoir mené une bataille incroyable, alors que quand même son corps lui donnait des signes là, qu'il y avait de l'épuisement puis des soucis quand même. Et mérite amplement cette 3e étoile. De même que Novak Djokovic, qui lui aura la 2e étoile de la semaine. Immortel, Novak Djokovic. Écoute, juste pour l'exploit que ça représente, je lui souhaite tellement d'aller chercher cette finale-là, cette victoire-là à Melbourne. Et c'est comme toi pour la première étoile, Patrick Kane. Je ne vais pas passer par-dessus cet exploit-là. Il est arrivé à quoi? 1374 points. C'est ça que c'est? Non, 1375. Et Modano avait 40 ans quand il a obtenu son... Joué longtemps, Mike Modano. Point, c'est fou quand même. Mais, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est que plus tôt dans le match, il y a eu une séquence où il avait obtenu sa passe là, pour le 1375e point, mais le but a été refusé parce que lui-même avait devancé la rondelle en territoire offensif. Fait que c'était un offside. Là. Donc, ils ont annulé ce but-là, puis un peu plus tard dans le match, est allé le chercher. Néanmoins, cette mention d'assistance-là. C'est cool. Écoute, il n'y a pas beaucoup aussi des joueurs américains
qui sont point per game pour leur carrière. Vraiment pas. Même Brett Hull, avec le montant de match qu'il a joué, je suis incertain c'est qu'il... Je pourrais pas t'en nommer beaucoup, là, comme ça. Brett Hull en est un. Ouais. Mike Modano ne l'est pas. Patrick Kane l'est de justesse. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle avec tout Patrick Kane, Mike Modano puis Hull, c'est que si Hull n'avait pas joué 5 matchs avec les Coyotes, aurait fini sa carrière à Détroit. Mike Modano a joué une saison pour finir sa carrière à Détroit. Et là, Patrick Kane va probablement finir sa carrière à Détroit aussi. Ouais. Est-ce que les Américains se retrouvent à Détroit puis juste terminent leur carrière? Penses-tu qu'il va finir sa carrière point per game, Patrick Kane? Attends, cette année, il est sur. Patrick Kane est très limite côté points par match. Ouais, vois-tu, il y a. Ouais, oui, je pense que oui. Tu sais, il est à 32 points en 40 matchs cette année, 1342 matchs, 1375 points. Okay. 30 points d'avance, c'est pas beaucoup à cet âge-là. Ça va dépendre de comment il fait l'an prochain, je pense. Mais s'il maintient ça cette année, l'an prochain, il se retire bien content. Puis Détroit. Ils ont peut-être, je dirais pas, ils ont une chance de gagner la coupe, là, mais ils vont se rendre en série, puis en série, tu le sais jamais. Il y a ça aussi. Fait que, mais il mérite 100%, là, Patrick Kane. Mention honorable aussi dans mon sporadique, première mention d'assistance avec les Pingouins pour Ilya Solovyov à son premier match. Et écoute, un autre joueur. Là, il manque d'espace. Là. Regarde, qu'est-ce que je fais après? On t'arrêtes de compter, c'est correct. On commence à ajouter des joueurs dans ta liste parce qu'il me semble qu'il y a de la place ici. Je sais pas. Oh! La board qui a failli tomber. Faut peut-être la prendre. Ouais, tu peux l'enlever de là. Je vais juste faire un gros plan. C'est correct, je vais faire mon outro en même temps que tu fais ton grand. C'est bon, fais ton outro. OK. Écoute, c'est ce qui va terminer ce 89e épisode de Dans les Gradins ou l'épisode. OK, c'était vite ça. Je vous rappelle que vous pourrez écouter tous les épisodes côté audio sur Spotify ou Apple Podcast et bien sûr sur la chaîne 9 et 10 côté de Rogers TV. Et sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.